Bon, bonjour à toutes et à tous. J'en ai vu tout à l'heure quelques-uns avec lesquels j'ai pu poser des questions. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un changement climatique. Alors, vous lisez tout le temps dans les journaux, le climat change, etc. La plupart du temps, c'est un peu embêtant parce que les arguments qui sont donnés ne sont pas vraiment les meilleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'un changement climatique, de façon que vous ayez au moins des idées sur un phénomène de ce genre. Ça a été, voilà, ces figures, on est dans les Alpes, et c'est un glacier qui est le glacier du Rhône. Et sur la figure du bas, vous voyez ce que vous pouvez voir à peu près aujourd'hui. Si maintenant, vous regardez la figure du haut, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les montagnes sont en gros les mêmes, heureusement. Mais par contre, le glacier avait considérablement avancé vers 1850. Alors ça, bien sûr, c'est une gravure qui a été faite. Et tout de suite, les gens ont dit « Oh, je ne crois pas au changement climatique, c'est de la blague ». Ce glacier, c'est simplement le fait que le type qui les a dessinés avait comme ça fantasmé. Alors, heureusement, on a retrouvé des photos qui ont été faites, les premières photos en noir et blanc, qui montrent que les glaciers alpins avaient effectivement avancé et étaient dans cette position. Donc vous voyez, très supérieur, très avancé par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, donc il y a eu un changement climatique, c'est un gros phénomène qui, entre 1850 et maintenant. Alors, moi je prétends en tant que géologue que c'est un tout petit changement climatique. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un gros changement climatique. Sur la figure du bas, vous avez la situation actuelle, vous reconnaissez la brave planète, et vous pouvez voir le Groenland et en gros la glace qui recouvre l'océan Arctique. Vous ne voyez pas l'Antarctique parce qu'il fallait regarder le nord, donc il y a quand même de la glace en Antarctique, ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas oublié. Mais il y a 20 000 ans, la situation était notoirement différente. Il y avait toujours de la glace en Antarctique, sans aucun doute, mais par contre au nord, vous voyez que tout le Canada était recouvert d'une montagne de glace haute de 3 bons kilomètres. Le Groenland était encore plus gros qu'aujourd'hui, et puis tout le nord de l'Europe aussi se retrouvait recouvert de glace, et vous aviez une montagne de glace de 2000-2500 mètres au-dessus de la Hollande, la Scandinavie. Bon, alors ça, c'est quand même un gros changement climatique. Et on s'est amusé à essayer de reconstituer ce qui se passait à ce moment-là. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on voit cette photo, c'est de se dire d'où venait l'eau qui a servi à fabriquer ces montagnes de glace. Bon, je vous laisse réfléchir 10 secondes, mais vous devez trouver assez rapidement que la seule façon d'avoir autant d'eau, c'est de l'eau qui vient de l'océan, qui s'est évaporée et qui est retombée sous forme de neige au-dessus de ces zones qui étaient très froides, visiblement, et du coup, la neige n'a pas fondu et progressivement, elle a construit ces montagnes de glace. Bon, si l'eau venait de l'océan, il y a une chose qui doit se produire à coup sûr, c'est que l'océan devait avoir perdu de l'eau, et donc le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Et effectivement, c'est le cas. La mer avait baissé d'environ 120 mètres, et on retrouve des traces de ce bas niveau de la mer un peu partout, à condition de pouvoir plonger. Par exemple, le long des côtes d'Afrique, vous avez des bancs de coraux fossiles, maintenant complètement submergés, qui sont vers 120 mètres de profondeur. Alors, en tant que paléoclimatologue, on s'est posé la question de
reconstituer ces variations du niveau de la mer dans le passé, en se disant, si je reconstitue les variations du niveau de la mer, je vais avoir une idée de l'extension des calottes de glace dans le passé. Alors là, on va faire un peu de physique, et l'outil de base, ce sont des isotopes. Alors j'ai fait une petite enquête pour savoir ce que vous saviez des isotopes. Je pense que ce n'est pas totalement inutile qu'on repasse une minute sur la question. Vous savez tous que la matière est constituée de noyaux et d'électrons, l'ensemble formant un atome. Alors un atome, je vais prendre l'exemple de l'atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, il est constitué d'un noyau avec 8 protons chargés positivement. Tout autour du noyau traînent en général 8 électrons. Et le noyau contient aussi un nombre de neutrons qui varie entre 8, c'est le plus fréquent, et 10. Alors, dans un cas, vous avez de l'oxygène à 8 protons plus 8 neutrons, c'est l'oxygène 16, c'est l'oxygène le plus courant. Et puis, quand vous avez 10 neutrons dans le noyau, eh bien, vous avez un atome lourd, qui est l'oxygène 18. 8 protons plus 10 neutrons, ça fait 18. Bon, cette petite différence, vous avez toujours de l'oxygène, mais l'oxygène, la molécule, une molécule par exemple constituée d'eau, ça contient de l'oxygène, H2O, eh bien la molécule H2O avec de l'oxygène 16 a une masse plus faible que la molécule d'eau avec de l'oxygène 18, et le résultat net de ça, c'est que la molécule lourde, elle ne s'évapore pas aussi facilement que la molécule légère. Donc le résultat, c'est que ces grandes calottes de glace que je vous ai montrées étaient très pauvres en oxygène 18 et l'océan s'enrichissait en oxygène 18. Et le géologue marin que je suis retrouve dans les sédiments marins les coquilles de ces petits animaux. Ça, ce sont des foraminifères. Vous voyez, en général, ça fait 1 millimètre, en gros, au total, là, sur la diapo. Ces foraminifères sont des petits animaux planctoniques qui ont vécu dans l'océan. Ils ont une coquille calcaire, et leur coquille calcaire me donne une information sur la teneur en oxygène 18 de l'océan. Et donc, à partir de ça, je vais reconstituer les variations du niveau de la mer. Ben, regardez ce que ça donne. Voilà un enregistrement qu'on a obtenu quelques années. Et j'ai transposé les variations d'oxygène 18 de ces coquilles en variations du niveau de la mer. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a toute une série d'oscillations qui se sont produits au cours des 450 000 dernières années. Et en fait, ça s'étend assez largement au-delà d'1 million d'années. Alors, vous voyez, ce n'est pas exceptionnel d'avoir une période chaude comme la nôtre, là vers zéro. On est dans le passé. On va le retrouver, mais seulement il y a 120 000 ans. Puis ensuite, il faudra aller vers 200 000 ans, 350, il faisait très froid, mais 400, il faisait chaud, comme aujourd'hui. Donc les périodes chaudes, vous les voyez, elles sont relativement rares dans l'histoire géologique. Les périodes glaciaires sont, elles aussi, les maxima glaciaires sont aussi assez rares. Mais il y a toute une série de positions intermédiaires et d'oscillations. Bon, il n'y a pas que dans l'océan qu'on va trouver des traces de ces variations climatiques, mais aussi en Antarctique, dans les glaces de l'Antarctique. Alors vous avez plusieurs façons d'aller en Antarctique. Ça, c'est la plus moderne, condition d'avoir un avion qui veut bien atterrir sur ski. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un forage dans les glaces de l'Antarctique. Et voici un enregistrement qui a été obtenu il y a déjà plus de 20 ans, qui vous montre les variations de tout un tas de choses. Alors la courbe rouge,
ce sont les variations de la température de l'air en Antarctique qu'on a pu reconstituer par l'analyse des isotopes dans la glace. Et là encore, vous retrouvez des périodes chaudes, comme l'actuelle, et puis des moments où il faisait plus froid. Alors que chaud en Antarctique, ça peut vouloir dire moins 30 ou moins 40, hein, mais il n'en empêche que 20 000 ans plus tôt, il faisait encore un peu plus froid. Et on retrouve les mêmes oscillations que celles que je vous ai montrées sur le niveau de la mer tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant et tout à fait unique dans les glaces polaires, c'est qu'à l'intérieur de la glace, vous retrouvez de l'air qui a été complètement bloqué, emprisonné par la glace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de retrouver de l'air tel que c'était dans l'atmosphère il y a 100 000 ans, 50 000 ans ou 200 000 ans. Et si vous faites l'analyse de cet air, qui a été donc emprisonné dans la glace, eh bien vous vous apercevez que la composition de l'atmosphère avait changé aussi dans le passé. Et ce que l'on observe, c'est que dans les périodes chaudes, voir la courbe bleue par exemple, il y avait davantage de gaz carbonique dans l'air que pendant les périodes froides. Puis c'est aussi vrai pour le méthane, qui est la courbe verte. Le gaz carbonique et le méthane sont intéressants parce que ce sont ce que l'on appelle des gaz à effet de serre. Alors ça, vous avez tous entendu parler des gaz à effet de serre, ne serait-ce que par la lecture du moindre canard. Les journalistes ne savent pas toujours très bien ce que c'est que l'effet de serre. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ces gaz qui sont là, dans l'atmosphère, sont parfaitement transparents. Il y a plein de gaz carbonique dans cette pièce, beaucoup plus que dans l'atmosphère du jardin, mais vous ne le voyez pas. En revanche, ils ont la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge que la Terre renvoie vers l'espace. Donc le résultat net de ça, c'est qu'ils contribuent à maintenir la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère, donc à la réchauffer. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y avait moins de gaz à effet de serre dans les périodes froides du passé, et même chose qu'à l'époque, disons, de Louis XIV, pour se fixer les idées, dans la courbe en bleu, par exemple, dans les périodes chaudes. Alors, vous voyez que cette courbe ici, elle vous montre, par contre, des petites étoiles du côté de zéro. Eh bien, vous voyez 365 ppm de gaz carbonique. Et ça, c'est le fait que c'est l'impact des activités humaines. Les hommes et les femmes, soyez sans crainte, ont brûlé du charbon, brûlé du pétrole et brûlé du gaz, et du coup rejettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et aussi les activités agricoles contribuent à rejeter du méthane dans l'atmosphère. Et donc, vous voyez à combien je vais revenir là-dessus, combien nous avons déséquilibré le budget des gaz à effet de serre. 365 ppm, c'était dans l'an 2000. Aujourd'hui, on a gaillardement dépassé le seuil de 400. Donc, quelles que soient les choses que vous lisez dans les journaux, les engagements des gens, ils continuent à rejeter et la concentration en gaz à effet de serre continue d'augmenter. Alors, on s'est posé une question purement géologique, sur laquelle je vais juste passer quelques minutes, de dire pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces variations périodiques que l'on observe aussi bien dans les glaces que dans les sédiments marins. Et en 1924, un physicien serbe qui s'appelait Milutin Milanković a eu l'idée assez géniale de dire « N'oublions pas que l'orbite que la Terre décrit autour du Soleil est susceptible de petites variations. » Alors qu'est-ce que c'est que ces variations ? Ce n'est pas grand-chose.
c'est par exemple le fait que l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil varie entre deux extrêmes. Un extrême qui est pratiquement un cercle, la Terre tournant toujours à égale distance du Soleil, mais de temps en temps, c'est une ellipse un tout petit peu allongée, de l'ordre de 6%. Ce n'est pas beaucoup. Et ça, c'est une périodicité de 100 000 ans. Vous avez un autre phénomène qui se produit, c'est que la Terre oscille et que l'axe de rotation de la Terre bouge, là encore, pas beaucoup, entre 22 degrés et 25 degrés. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais il n'en empêche que lorsque la Terre est très inclinée, en tout cas un peu plus inclinée, elle pointe davantage vers le Soleil en été, et évidemment, le résultat net pour l'hémisphère nord, ça va être que les étés vont être plus chauds. À ce moment-là, vous avez bien sûr, de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, eh bien, on reçoit moins de soleil et ça a plutôt tendance à refroidir. Bon, c'est l'inverse quand elle se redresse. Et puis, il y a un autre point, c'est que la position de la Terre, c'est ce qu'on appelle les variations de l'excentricité autour de son ellipse. Ces variations-là ont pour conséquence que de temps en temps, la Terre est près du Soleil lorsqu'elle se trouve ici sur la figure que vous pouvez voir sur la droite, et puis loin du Soleil quand elle se trouve sur la gauche, à l'autre extrémité de l'ellipse. Bon, ces variations changent au cours du temps, et en ce moment, la Terre est près du Soleil en hiver, ce qui a pour avantage pour nous de nous faire, pour l'hémisphère nord, des hivers pas trop rigoureux. Au contraire, en été, elle est loin du Soleil, ce qui a comme résultat net de faire des étés pas trop chauds. Bon, il y a 20 000 ans, ou non, il y a 15 000 ans, la Terre, c'était la position inverse. Et donc, ça nous faisait des hivers froids et des étés encore plus chauds. Bon, donc, toutes ces fluctuations sont extrêmement minimes, mais elles sont suffisantes pour déclencher ces oscillations du climat. Et on peut en conclure, rien que des études géologiques, c'est que le climat de notre planète est sensible à des perturbations tout à fait mineures du budget énergétique. Le Soleil a toujours envoyé à peu près la même quantité de chaleur, mais simplement la Terre s'est mise dans des positions un tout petit peu différentes et elle ne la recevait pas de la même façon. Et d'autre part, les teneurs en gaz à effet de serre ont varié. Là, c'était pour des causes purement naturelles, les hommes n'y étaient pour rien, mais on constate que quand il y a des faibles teneurs en CO2, des faibles teneurs en méthane, c'est les périodes froides. Inversement, quand il y en a plus, cela contribue à réchauffer l'atmosphère. Alors, je vais juste, pour finir de vous montrer ce qu'est un changement climatique, vous montrer cette carte. Alors, je l'aime beaucoup, parce que c'est moi qui l'ai dessinée avec tous ces traits, et c'était l'époque où on découvrait ce qu'était le monde glaciaire. Donc, on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, on n'avait pas de dessin, et tout se faisait à la main. Donc, c'était un monde un peu bizarre. 1976, les gens de ClimeUp sortent cette carte que j'ai assurée. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une reconstitution de ce qu'était notre planète pendant ce maximum glaciaire, il y a 18-20 000 ans. Ce qu'on constate d'abord, c'est que les eaux froides dans l'océan avaient, je vous ai parlé de la glace, la glace, je n'en reparle plus, il y en avait, mais les eaux froides de l'océan gagnaient énormément, et vous avez ce qui est assuré en bleu, des eaux où, en gros, en hiver, il faisait à peu près 0 degré, et l'été, ça ne dépassait pas 6 degrés.
Bon, c'est exactement ce que vous auriez eu si vous aviez été vous baigner sur les côtes françaises à l'époque. Dans l'Antarctique, du côté de l'océan Antarctique, eh bien, c'est la même chose. Vous avez les eaux polaires qui s'étendent, ces eaux froides, et qui rejoignent même la pointe de l'Australie et qui encerclent facilement l'Amérique du Sud. Donc vous voyez, 6 degrés maximum en été, c'est des refroidissements qui sont de l'ordre de 10-12 degrés dans ces zones-là. Si maintenant vous regardez ce qui se passe dans les tropiques, les choses sont complètement différentes. Les tropiques s'étaient refroidis de 1 ou 2 degrés. Et là, c'est une chose qu'il faut bien réaliser quand il y a un changement climatique. Si on vous dit ça se refroidit de quelques degrés, ça ne veut pas dire que ça va se refroidir de la même quantité partout. Vous allez avoir des zones, comme les zones polaires, qui sont particulièrement sensibles, et puis d'autres qui le sont moins. Ça va être le cas des tropiques. Un autre aspect de cette reconstitution, c'est que sur les continents, les géologues qui allaient étudier des sédiments lacustres, par exemple, se sont aperçus que les forêts avaient souvent disparu et qu'il y avait une extension des déserts. Le Sahara était beaucoup plus intense, beaucoup plus large qu'aujourd'hui, mais c'est vrai pratiquement de tous les déserts de la bande tropicale. Et il y avait des endroits où il ne pleuvait pas beaucoup. Par exemple, sur la France, eh bien, vous étiez dans des situations où vous aviez une espèce de steppe polaire avec quelques zones privilégiées du côté du Périgord qui étaient moins désagréables, mais enfin, il ne faisait pas très chaud. Donc, vous voyez, un changement climatique, c'est un changement qui porte sur beaucoup de choses. Au dernier maximum glaciaire, la température avait diminué de 5 à 7 degrés seulement en moyenne. Ça, c'est ce que... Bon, seulement un changement de température de seulement quelques degrés, ça peut se traduire par des changements majeurs, à la fois sur le climat et avec tout un tas de réponses continentales en particulier, ou des zones où il pleut moins. Et c'était très nettement le cas des basses latitudes. La France était un désert polaire, donc vous n'aviez pas beaucoup d'agriculture à vous mettre sous la dent. Et vous voyez un refroidissement de seulement 2-3 degrés sur les tropiques. Donc lorsque vous avez des braves gens qui vous disent dans les journaux un réchauffement, ce sera de 2 degrés, on veut essayer que ça ne dépasse pas 2 degrés, 3 degrés, quand vous regardez un peu ce qu'est la situation d'un monde glaciaire, vous vous dites « aïe !» C'est quand même, en gros, le tiers de ce qui a produit un changement climatique énorme dans le passé. Alors, un dernier point, c'est qu'on a vu que le climat pouvait varier très très vite pour des causes naturelles. Et ça, c'est un des points qu'il faut prendre en compte quand on veut essayer de réfléchir à ce qui peut se passer. Ce sont des variations. Par exemple, voici reconstituer les variations de la température de l'air au niveau du Groenland. Vous voyez des oscillations extrêmement rapides. Et alors, l'avantage des glaces du Groenland, c'est qu'elles ont des couches annuelles. Donc, vous pouvez compter le nombre de couches qui vous séparent d'un maximum chaud à un minimum froid. Et on a été quelque peu surpris quand on s'est aperçu qu'en gros, il n'y avait pas plus de 80 couches annuelles. C'est-à-dire qu'en 80 ans, vous pouvez passer d'un climat très désagréable froid à un climat comparable à l'actuel. Il n'y a pas qu'au Groenland que ça se passe. On a retrouvé des traces de ces changements climatiques sur les côtes du Portugal, sur la France. Et là encore, en quelques décennies, le climat a varié, en tout cas la température de l'air sur l'Europe occidentale a varié de l'ordre d'une dizaine de degrés. Donc vous voyez, il faut se méfier avec le climat. Ce n'est pas quelque chose qui fluctue lentement, c'est quelque chose qui est susceptible de variations extrêmement rapides et souvent inattendues.
Bon, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est le fait, comme je vous l'ai dit déjà, qu'on a un développement industriel considérable et on s'est mis à émettre des gaz à effet de serre. Vous voyez les peintres impressionnistes qui dessinaient souvent de très beaux paysages, leurs jardins ou autres, eh bien, ont été aussi fascinés par l'impact des machines à vapeur qui rejetaient plein de fumée dans l'atmosphère. Qui dit fumée veut dire CO2, mais veut dire aussi des particules de poussière, de charbon. Peu d'entre vous ont vu déjà des machines à vapeur. C'était assez impressionnant. Et lorsque j'étais gamin, il y avait un train qui tournait autour de Paris qu'on appelait la petite ceinture. Et c'était une espèce de locomotive à peu près comme celle-là qui tournait autour de Paris. Il y avait un conducteur et un chauffeur derrière, et juste derrière cette belle locomotive, il y avait ce qui s'appelait le tender qui était bourré de charbon, et le chauffeur prenait une pelle et on voyait en permanence, dans le four qui était rouge, que l'on voyait, qui était très impressionnant, et il envoyait ces pelletées de charbon sans arrêt pour faire avancer la locomotive. Résultat, émission de gaz à effet de serre, émission aussi de poussière. Alors, voilà la même chose, mais en plus sérieux. Comment les activités humaines ont modifié la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Alors, le grand carré, l'échelle, c'est 0, 10 000 ans dans le passé. Vous avez 10 000 ans sur la gauche, 0 c'est l'actuel. Et vous avez d'abord les courbes, ce sont les enregistrements. Je prends l'exemple du protoxyde d'azote par exemple. La courbe en vert, c'est ce que l'on mesure dans les glaces, des variations totalement naturelles du protoxyde d'azote, et vous voyez qu'il tourne autour de 260-270 ppb. Le début de l'ère industrielle, en violet, nous emmène dans les données actuelles, et on est passé de 260 à 320, 330. Bon, si maintenant vous regardez méthane, même chose, on est passé de 700-800 ppb à 1600, 1700, et sur les gaz carboniques, c'est la même chose, quelque chose que l'ordre de 260 ppm, cette fois sous Louis XIV, pour arriver aux environs de 400 aujourd'hui. Bon, les petits encarts ici, dans ces dessins, vous montrent les évolutions de ces mêmes gaz, mais depuis 1805-1800 à peu près, pour vous montrer en gros quelques détails sur ces variations qui, à l'échelle géologique, apparaissent comme des variations extraordinairement rapides. Bon, qu'est-ce que l'on constate? On constate que vous avez une augmentation et que cette augmentation, elle continue, en particulier pour le gaz carbonique. Vous voyez que la tendance est partie et la croissance, et les mathématiciens disent exponentielle ou presque, vous avez en tout cas aucun symptôme dans les évolutions qu'on observe d'un ralentissement du phénomène. Donc on est sorti complètement du domaine où l'on était habitué à avoir, en tout cas que la Terre avait connu depuis un bon million d'années. Alors, vous avez quelques chiffres ici. En 2013, 75% des émissions de gaz à effet de serre étaient dues au gaz carbonique, le méthane un petit peu, en provenance des rivières, mais aussi de toutes les décharges que vous pouvez avoir, les ruminants, et puis l'oxyde d'azote, le protoxyde d'azote pour quelques pourcents. La quantité d'énergie disponible pour chauffer la basse atmosphère, c'est ce que je vous avais expliqué dans l'effet de serre, a augmenté par effet de serre de 3%,
mais comme il y a les particules aussi, toutes ces particules, toutes ces poussières qu'on a rejetées, qui, elles, bloquent le rayonnement solaire, c'est un petit effet de refroidissement. Et quand vous faites le total, vous avez 3 watts par mètre carré dans un sens, 0,7 watts par mètre carré dans l'autre, et il vous reste donc 2,3 watts par mètre carré pour chauffer. Et c'est là où vous avez déséquilibré complètement le budget énergétique de notre planète. Bon, alors est-ce que c'est sérieux et est-ce que ça a un impact ? Voilà, alors ici maintenant, depuis 1850, on a des données météorologiques. Donc là, ce sont des mesures qui ont été faites dans tous les observatoires météorologiques du monde. Alors sans aucun doute, il y en avait moins vers 1880, 1860 que maintenant. Enfin, on a suffisamment d'informations. Et vous voyez que, globalement, vous avez une tendance à l'augmentation qui est marquée depuis 1900, avec, et ça fait partie du comportement, je dirais, normal du climat, de temps en temps des moments où ça n'augmente pas beaucoup, voire même ça diminue très légèrement, puis ça repart. Et ça fait partie des choses que les météorologistes et les climatologues essaient de comprendre. Et maintenant, je dirais, ils y arrivent. Le résultat net de tout ça, c'est qu'aux environs de l'an 2000, on est presque à 1 degré au-dessus de ce qu'on était à l'époque de 1860, 1870, vous voyez l'époque de Napoléon III. Et les années chaudes sont très clairement concentrées sur la droite. Et nous avons 2015, qui a été l'année la plus chaude depuis 1850, dans toutes celles pour lesquelles on a des mesures. Bon, donc il y a un réchauffement, il y a un changement climatique. Alors, sans aucun doute, puisque vous avez de très longues périodes, en général on définit le climat par des moyennes, des mesures sur une trentaine d'années, vous voyez que les mesures sur les années 1860-1890 sont très en dessous des valeurs que vous pouvez avoir sur la partie 1980-2010. Donc, changement climatique indéniable. Alors, on peut réfléchir en se disant, qu'est-ce qu'on voit comme impact du changement climatique qui s'est produit ? On voit beaucoup de choses. Alors, des choses simples d'abord, la couverture de neige au printemps. S'il fait plus chaud, vous vous attendez à ce qu'il y en ait un peu moins qui tombent, en tout cas qu'elles fondent plus facilement à la fin de l'hiver. Effectivement, vous voyez que depuis 1920, courbe verte, vous avez une décroissance de la couverture neigeuse au printemps. Plus marqué, le minimum de la banquise arctique. Je vous avais montré là sur une de mes premières photos, là, quand l'océan Arctique apparaissait comme un océan couvert de glace. Actuellement, la banquise arctique, vous voyez, régresse, en particulier à la fin de l'été. Et cette décroissance, elle est marquée. La courbe en rouge et que vous voyez, ce sont des observations très fiables, faites souvent par des satellites. Donc, on a des idées très précises de ces valeurs et il y a régression. Alors, pour la petite histoire, je me souviens que quand j'avais votre âge, un peu plus, le premier sous-marin nucléaire américain s'appelait Nautilus, en hommage à Jules Verne, et une des premières croisières du Nautilus avait été d'aller au pôle Nord. Et alors, il n'y avait pas de télévision à l'époque, la radio nous racontait que le sous-marin était arrivé au pôle Nord, puis avait dû faire surface en cassant la glace pour arriver à sortir au pôle Nord. Aujourd'hui, les gens vont en bateau au pôle Nord et il n'y a pas de glace. Bon, ça, c'est des petites histoires. Il y a des choses plus inquiétantes, si je puis dire. Et la première, c'est le fait que la chaleur dégagée par ces gaz à effet de serre, elle passe quelque part. Et une bonne partie passe dans l'océan. Alors, comment est-ce qu'on sait ça ? Tout simplement parce que les océanographes vont
avec leur bateau, faire des mesures de la température de l'océan jusqu'au fond, de la surface au fond, et on a maintenant de très bonnes idées de la température de l'ensemble des masses d'eau de l'océan mondial, Pacifique, India, océan Atlantique, à 2000 mètres de profondeur. Bon. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, c'est que les 1500 premiers mètres de l'océan se réchauffaient et que les valeurs que l'on a mesurées par les premières mesures qui datent de la fin du 19e siècle, qui étaient des mesures très précises. C'était avec des thermomètres à mercure qu'on renversait, c'était des mesures au centième de degré. Les océanographes travaillaient très bien avec des moyens, pas d'électronique, mais ils avaient des mesures extrêmement précises. Eh bien, aujourd'hui, notre océan, il s'est réchauffé et vous voyez que depuis 1940, où on a des mesures très précises jusqu'à l'an 2000, eh bien, l'océan s'est réchauffé, une bonne partie de la chaleur dégagée par effet de serre est passée dans l'océan. Et le résultat final de tout ça, c'est que si vous faites fondre un peu de glace, et c'est le cas de ce qui se passe au Groenland, si vous réchauffez l'eau qui se dilate comme dans un bon vieux thermomètre, le niveau moyen de la mer va monter, et c'est ce qu'on observe. Et vous voyez que depuis 1900, elle a grimpé d'environ 15 cm. Et en gros, elle monte en ce moment de l'ordre de 3 mm par an, et le système n'a aucune raison de s'arrêter, en tout cas ne donne aucun symptôme de s'arrêter. Alors, on va rentrer dans la futurologie. La futurologie, c'est toujours amusant. Il ne faut pas être dupe. Ça vous donne une information qui est ce qu'on peut faire de mieux avec les calculs que l'on fait. Alors, qu'est-ce que font les climatologues? Ils utilisent des modèles. Alors maintenant, on a heureusement des modèles, des ordinateurs, et les modèles que l'on utilise sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par les services météorologiques pour vous sortir les prévisions météo du jour au lendemain. La grosse différence, c'est que lorsque vous voulez faire une prévision météorologique, vous prenez en compte très précisément l'état de l'atmosphère aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer demain. Lorsque vous voulez vous intéresser au climat, vous ne prenez absolument pas cela en compte et vous laissez le modèle vous décrire un état moyen et ses fluctuations en fonction des conditions que vous lui imposez. Les conditions qu'on lui impose, c'est juste de rentrer des concentrations en gaz à effet de serre croissantes au cours du temps. Alors, bien évidemment, tout va dépendre de la vitesse à laquelle on rentre les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de scénarios. Vous avez des scénarios pour lesquels les hommes ont fait attention, ont mis en œuvre une politique industrielle avec peu d'émissions, ou en tout cas des émissions aussi réduites que possible de gaz carbonique, et puis d'autres, suivant les recommandations du célèbre président Trump, dans lesquelles on rejette autant de gaz carbonique qu'on veut. Alors voilà, donc vous avez sur la gauche un scénario, je dirais, relativement modeste, où on continue de relâcher du gaz carbonique en quantité minime, et puis le scénario sur la droite dans lequel les industriels y ont été à tout craint à brûler du charbon, du pétrole pour faire du gaz carbonique. Bon, qu'est-ce que l'on voit pour donc une espèce de simulation pour le siècle prochain, la fin du 21e siècle? Eh bien, si on est sur le scénario raisonnable, les températures vont augmenter, pas partout les mêmes. Vous voyez, dans les hautes latitudes, c'est un peu plus que dans les basses latitudes, mais on reste sur des valeurs raisonnables de l'ordre de 1 degré, 1,5 degré. Et puis, si au contraire vous passez sur le scénario où on a rejeté beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce que l'on écrit en business as usual pour faire bien en parlant franglais,
eh bien, à ce moment-là, vous avez des réchauffements sur les continents qui atteignent 5-6 degrés, des réchauffements sur les hautes latitudes qui peuvent dépasser les 10 degrés, et évidemment des valeurs plus faibles sur les tropiques. Autrement dit, l'espèce de schéma de changement climatique que je vous ai décrit sur le monde glaciaire d'il y a 20 000 ans, dans lequel les variations de température avaient été fortes, là c'était des refroidissements, dans les hautes latitudes et très modestes sur les tropiques, eh bien ça se retrouve dans les changements que l'on calcule, que l'on pas à l'aide de modèles, pour des concentrations de gaz carbonique croissantes. Bon, vous voyez qu'il faut mieux faire attention. Alors, évidemment, il n'y a pas que la température. La température, c'est qu'un aspect tout à fait minime. Un des points importants, c'est les précipitations et la disponibilité en eau. Alors, toujours des calculs qui vous montrent que pour un scénario pas dramatique, dans lequel on a envoyé pas mal de gaz carbonique dans l'air, mais pas dramatique quand même, eh bien, vous avez un système dans lequel les hivers deviennent relativement pluvieux, surtout sur le nord de l'Europe et de la France, et au contraire, les hivers sont secs sur l'Afrique et la Méditerranée, et ceci s'amplifie considérablement l'été. Les précipitations sont rejetées sur la Scandinavie, et vous avez des étés extrêmement secs, ce qui ne va pas être sans poser des problèmes, si ce scénario se réalise, pour l'agriculture. Alors, moins de précipitations en été, plus d'évaporation parce qu'il fait plus chaud, donc problème de ressources en eau, et vous n'avez pas fini d'entendre parler de construire des barrages, les histoires de Sivins ne sont rien par rapport à celles qui vont se produire. On va manquer d'eau si on reste dans un système de sécheresse d'été forte. Problème pour l'agriculture. À ce moment-là, vous avez des gens qui ne vont plus pouvoir vivre, donc on va se retrouver en présence de réfugiés climatiques, et vous aurez bien sûr, dès que vous avez une sécheresse marquée, eh bien les feux de forêt. Il y en a eu en France, dans le sud de la France. Il y en a en Californie qui ont été beaucoup plus dramatiques que ceux que nous avons vécus en France. Et dès que vous avez de longues périodes de sécheresse, vous avez tous ces problèmes qui peuvent se poser. Alors, toujours dans la futurologie, le niveau de la mer va monter. Au cours de notre siècle, le 21e siècle, ce n'est pas dramatique. Si on a un scénario où on fait vraiment très attention à limiter les augmentations de CO2 et de gaz à effet de serre, en gros, le niveau de la mer devrait être 30-40 cm au-dessus de l'actuel. Si par contre, on laisse le réchauffement se développer avec des émissions de gaz à effet de serre importantes, vous arrivez aux environs du mètre. Et c'est évidemment, la courbe s'arrête ici en 2100, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va s'arrêter en 2100 par un coup de baguette magique. Ce n'est que le début. Alors, vous avez des chances de voir la suite du XXIe siècle, et un peu plus loin dans le futur, si on réchauffe beaucoup l'atmosphère, il y a un risque majeur qui est de faire fondre la calotte glaciaire du Groenland. Et alors là, vu la quantité de glace qu'il y a sur le Groenland, ça ferait remonter le niveau de la mer jusqu'à 6-7 mètres. Donc ça fait partie des risques à très long terme, bien au-delà d'un siècle, qui peuvent être la conséquence d'un réchauffement. Il y a quelque chose de, j'allais dire, de plus amusant, c'est de regarder comment les espèces se comportent lorsque le climat change. Bon, les espèces, alors prenons le cas assez simple d'un élan. L'élan, il marche, il court, et il est susceptible de se déplacer de quelque chose comme 100 km en 10 ans. Donc notre brave élan, s'il trouve des températures qui ne lui conviennent pas, il va se déplacer. Alors à quelle vitesse peut
remonter la température, il y a vous voyez, des évaluations tout à fait variables en fonction des scénarios que l'on peut avoir. Bon, mais l'élan s'en tire bien, c'est-à-dire que même dans le cas d'un changement climatique très important, celui qui s'appelle RCP 8,5, l'élan il sera baladé et il aura été retrouvé des endroits qui lui conviennent pour peu qu'il y en ait. Bon, ça se passe pas trop mal. Maintenant, regardez le pauvre écureuil et les rongeurs. Alors, eux, ils sont dans une situation beaucoup plus embêtante parce qu'ils se déplacent, mais pas si vite que ça. Et si le changement climatique est trop rapide, dès celui qui s'appelle RCP6, eh bien, le climat aura varié tellement vite qu'ils n'auront pas pu suivre pour retrouver des endroits qui leur conviennent. Alors, évidemment, le problème devient encore plus compliqué pour les arbres parce que les chênes se déplacent à la vitesse à laquelle un gland veut bien repousser pour redonner un arbre qui renvoie un autre gland un peu plus loin. Et donc, ici, vous avez des problèmes majeurs pour l'évolution d'une forêt, y compris des forêts françaises. Donc, vous voyez qu'il y a un risque majeur d'avoir des problèmes, beaucoup d'espèces rencontrent des problèmes d'habitat et ne puissent pas survivre à un changement. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaîtront, ça veut dire qu'elles tâcheront de trouver des endroits où ça a moins bougé, où elles peuvent venir. Il y aura des espèces invasives et le problème de la biodiversité est donc posé et devient un problème majeur à partir du moment où on fait changer le climat aussi rapidement qu'on pourrait le faire si on rejette beaucoup de gaz à effet de serre. Bon, alors juste pour vous montrer que la France n'est pas totalement en dehors du coup, eh bien, Météo France a un modèle qui s'appelle Aladdin. Et ils ont fait des calculs de ce que pourrait être la température moyenne de la France en fonction des scénarios. Et vous voyez que si ça ne se passe pas trop mal, 1-2 degrés si on est dans les scénarios raisonnables, et ça va dépasser les 4-5 degrés, surtout sur la partie est de la France, bien sûr, celle qui est loin de l'océan, pour les scénarios très émetteurs. Alors, j'aime beaucoup cette figure, parce qu'elle vous permet de comprendre comment fonctionnent les modèles climatiques, et ça, je vais y passer quelques minutes pour que vous compreniez bien ce que les physiciens, les climatologues racontent avec leurs modèles. Vous avez, je pourrais regarder la courbe du haut, ça suffit largement, vous avez d'une part des données météorologiques qui sont la courbe noire avec, vous voyez, des oscillations de température de l'été en Île-de-France qui sont mesurées avec la canicule de 2003. Bon. On fait tourner un modèle climatique pour lui demander de simuler. On part des environs de 1950 et puis on demande au modèle de simuler comment il va évoluer. Au début, ça ne se présente pas trop mal. Vous voyez des oscillations qui ressemblent tout à fait à celles que l'on observe. Il ne faut pas s'attendre à ce que le modèle soit capable de vous prédire ce qui va se passer en 1983. Le modèle vit sa vie et simplement il vous raconte le climat moyen de cette période. Et donc vous voyez que dans la partie, le démarrer vers 1950, jusqu'en 2000, il vous raconte des fluctuations qui ressemblent très raisonnablement à ce qui se produit, sans avoir la moindre vocation à prédire spécifiquement pour une année. Bon. Et puis, maintenant, on continue. Une fois qu'on a passé la période où on a des validations, le modèle continue de vous décrire des oscillations, des étés un peu chauds, une très légère tendance à un refroidissement, comme ça, pourquoi pas. Et puis ensuite, ça repart et il se met à redémarrer. Et dans les périodes, lorsque l'on arrive
au moment où on a rejeté du gaz carbonique en bonne quantité, ça, on est dans les scénarios fortement émetteurs, eh bien, en moyenne, il vous dit que la température sur l'île de France va être de 3 degrés au-dessus des moyennes que l'on a actuellement. Donc, là encore, je vous dis bien, ça ne veut pas dire que l'année 2077 sera extrêmement chaude. Non, ça vous dit simplement qu'il peut y avoir dans cette période-là des années très chaudes, qu'il peut y avoir aussi des années relativement froides, mais la tendance est à un très net réchauffement. Et si vous regardez la courbe d'en dessous, qui est la courbe verte, eh bien, vous voyez cette fois que si on réussit à avoir un scénario peu émetteur, le réchauffement sera plus modeste et restera un peu supérieur, une température un peu supérieure à l'actuelle, mais globalement en dessous de 22 degrés. Donc, bon, conclusion. Juste terminer par ce petit dessin qui avait été publié dans le Canard enchaîné il y a une vingtaine d'années. Et c'était le moment où on essayait de convaincre les scientifiques, essayait de convaincre les journalistes que la Terre pouvait se réchauffer. Et voilà ce qu'on m'a répondu dans le Canard enchaîné. La Terre se réchauffe, m'en fous, j'ai la clim. Donc, question, est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable ? Bien, donc maintenant, je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. Alors, qui se lance ? Bonjour, merci pour cette conférence. Et donc ma question est, est-ce que vous avez déjà envisagé des solutions contre ce réchauffement climatique ? Alors, moi, non. Quand vous parlez de solutions contre le réchauffement climatique, ça veut dire que vous pensez à des actions qui seraient des actions humaines et qui auraient pour effet d'atténuer le réchauffement climatique, c'est-à-dire d'atténuer l'impact des gaz à effet de serre. Alors, celui dont on est sûr qu'il n'est pas déraisonnable, c'est sans aucun doute de réduire les émissions de CO2. Là, on est tranquille. Alors, il y a d'autres solutions qui ont été envisagées, mais ce sont des solutions qu'un bon scientifique se doit de ne pas recommander. Parce que, vous avez vu, je vous ai montré que le climat, il est susceptible de se traduire malgré les émissions de gaz carbonique. Vous voyez que dans la période 1940-1960, il avait l'air de se refuser à évoluer alors que le gaz carbonique montait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Ça veut dire simplement que dans cette période-là, l'océan s'est comporté en espèce de pompe à chaleur et absorbait la chaleur relâchée par effet de serre. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Ce n'est pas une baguette magique qui a dit « Ah, j'arrête le réchauffement ». Non, c'est simplement le fait que l'océan, dont on ne connaît pas encore très bien toutes les astuces de fonctionnement, eh bien, s'est trouvé capable de pomper beaucoup de gaz carbonique. Et regardez, dans la période 2000-2010, malgré les émissions de CO2 qui continuent de grimper, vous avez vu la courbe, elle est très raide, eh bien, dans cette période-là, la température n'a pas augmenté. Et il y avait plein de gens qui disaient « voilà la preuve que l'effet de serre ne sert à rien ». En fait, non, c'est simplement une de ces nombreuses périodes où l'océan a pompé un petit peu plus de chaleur et puis 2015 est reparti à nouveau et cette année, il ne va pas faire froid. Bon, donc, on ne connaît pas encore suffisamment toutes les astuces, tout le comportement du système climatique
pour permettre de faire de l'ingénierie climatique. C'est dangereux en ce sens que vous faites quelque chose et vous n'en connaissez pas toutes les conséquences. Je vous ai montré que dans le passé, on avait eu des périodes où, en quelques décennies, la température dans nos latitudes avait bougé d'une dizaine de degrés. Parce que le comportement de l'océan, là encore, il n'y a pas de miracle. C'est qu'à ce moment-là, les eaux polaires étaient descendues jusque sur les côtes françaises et du Portugal. Mais je suis incapable de vous prédire, et il y a eu un brave homme de Cro-Magnon, océanographe, qui aurait été sur le bord de la mer, il aurait été incapable de vous prédire que 10 années plus tard, la température allait augmenter de 3 degrés. Et de même que celui qui a vécu un peu plus tard n'était pas capable de prédire le refroidissement qui s'est produit. Donc, si vous croyez faire de l'ingénierie climatique, vous jouez à l'apprenti sorcier et c'est dangereux parce que vous ne contrôlez pas la totalité du système. On ne l'a pas encore compris, on n'a pas fini. Bon, une question là-bas. Au vu des différents cycles d'évolution de la température qui se sont faits dans le passé sans que l'homme intervienne forcément, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer précisément l'impact de l'activité humaine sur le récent réchauffement ? Attendez, vous pouvez... Là, Vous avez rappelé tout à l'heure oui. qu'il y a eu des réchauffements qui se sont faits d'environ 10 oui. degrés au pôle, oui. à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Mmh. Est-ce qu'on est du coup capable aujourd'hui d'évaluer si l'activité humaine a eu un impact fort ou léger sur le dernier réchauffement climatique ? Alors, sur le réchauffement climatique géologique, la réponse est très claire, c'est non, il n'y a pas eu d'impact. Vous êtes dans des conditions purement naturelles. Vous aviez le nombre d'hommes à la surface de la planète était extraordinairement réduit et tout ce dont ils disposaient comme source d'énergie, c'était les brindilles qu'ils pouvaient ramasser et qui brûlaient avant qu'elles pourrissent. Donc, vous n'avez aucun impact de l'activité humaine pour toute cette phase de réchauffement qui s'est produite il y a en gros 10 000 ans. Ensuite, alors, on peut se poser des questions de savoir si les hommes ont un peu perturbé le climat pendant la période néolithique, quand ils ont commencé à faire de l'agriculture. C'était des fluctuations régionales qui affectaient essentiellement la distribution en eau. On a retrouvé des traces, en particulier en Mésopotamie, où vous avez eu très clairement, il y avait des systèmes d'irrigation. On commençait à ce moment-là à épuiser les sols. Donc vous aviez les premiers symptômes d'une agriculture un peu nouvelle, brutale, qui pouvait perturber les sols. Mais le réchauffement qui nous a fait passer du dernier maximum glaciaire d'il y a 20 000 ans environ à la période chaude actuelle qui a commencé il y a 10 000 ans, les hommes n'y sont pour rien, c'est purement naturel, c'est ces fluctuations de la position de la Terre autour du Soleil qui en sont responsables. Il y a des questions. Alors, je m'en retourne. Voilà. J'aimerais savoir comment calcule-t-on la température de la planète pour une année donnée ? Comment on calcule la température de la mer ? La température de la planète. Ah, comment on calcule la température de la planète pour une année donnée ? Oui, en fait, vous faites une moyenne spatiale ou temporelle ? C'est à partir des données des stations météorologiques. Alors, vous savez qu'il y a un nombre important de stations météorologiques maintenant qui sont tenues par les différents États, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, tout le monde a ses stations météorologiques. Donc il y a eu un travail, c'est assez compliqué de calculer la température moyenne de la planète. Donc il y a eu un travail où on a commencé par regarder quelles étaient les stations météorologiques représentatives d'une région. Alors par exemple, il y a à Paris, la toute première station météorologique qui remonte à l'époque de Louis XIV, elle était au parc Montsouris. Le parc Montsouris, sous Louis XIV, c'était
la grande banlieue, et c'était un endroit on ne peut plus sympathique, où il n'y avait pas le moindre âme qui vive, et sauf quelques personnes qui venaient se refroidir tranquillement dans cet endroit campagnard. Aujourd'hui, le parc Montsouris est en plein cœur de la ville de Paris. Donc vous avez ce qu'on appelle un effet de ville, un effet urbain, et la température de l'air à Paris, au parc Montsouris, est supérieure de plusieurs degrés à la température de l'air en forêt de Fontainebleau, par exemple. Voyez. Bon, donc pour calculer l'évolution de la température de la planète, on commence par éliminer toutes ces stations qui sont urbaines et autres et qui ne vous donnent pas une idée de l'état réel de la planète. Accessoirement, mais surtout ne le répétez pas, un jour que je me baladais au parc Montsouris, il y a un pluviomètre aussi, parce qu'on a gardé, c'est les restes de cette station météorologique, il y a un beau pluviomètre, il faisait un temps comme aujourd'hui, avec plus de soleil, et comme il faisait un temps sec, il y avait les jardiniers qui avaient mis en marche leur petit jet d'eau pour arroser la pelouse, et donc ils arrosaient le pluviomètre. Donc vous voyez que dans ces conditions, on ne prend pas en compte les stations météorologiques comme celle-là, qui sont juste là gardées pour des raisons historiques. Donc, il y a des analyses statistiques qui sont faites sur les données, sur l'ensemble des données, et on regarde comment ces stations sont représentatives. Donc, à partir de ce système, on essaye, en utilisant d'ailleurs des modèles, d'établir un schéma cohérent, de regarder les stations qui sont cohérentes, qui donnent bien une évolution, et c'est celles-là qui vont être conservées, et seulement celles-là qui seront conservées pour évaluer l'état de la planète. Et ensuite, vous faites la température moyenne annuelle. Côté grandeur intensif, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire? En fait, j'ai d'autres questions, en fait. Oui. Si ça ne vous dérange pas. Attendez, vous parlez plus fort dans le micro. Allez. Voilà. Donc, en fait, comment on peut mesurer les variations du niveau de la mer sur des échelles de temps, mais de très grandes échelles de temps, comme 450 millions d'années? Attendez, c'est pas, mes courbes, c'était pas 450 millions d'années, c'était 450 milliers d'années. Hein. Excusez-moi. Alors, donc, comment je l'ai mesuré? Je vous ai expliqué. C'est une mesure. Alors, premier étalonnage. Je prends le système actuel, niveau de la mer actuel, c'est 0. Et d'autre part, on a été rechercher, les géologues, des traces du niveau de la mer d'il y a 20 000 ans, que l'on a trouvé à 120 mètres de profondeur. Là, on sait qu'on passait en Angleterre à pied sec, quelque chose de ce genre. Bon, donc j'ai un étalonnage, entre 0 et 20 000 ans, ça a bougé de 120 mètres. Ensuite de ça, on passe aux analyses isotopiques. Lorsque l'eau s'évapore de l'océan, c'est l'eau riche en oxygène 16 et pauvre en oxygène 18 qui va dans les glaces. L'océan s'enrichit en oxygène 18. Je peux vous donner le chiffre, il s'enrichit d'environ 1 pour 1000, 1,2 pour 1000. Donc, j'ai maintenant mon étalonnage, à savoir, lorsque je fais baisser le niveau de la mer de 120 mètres, j'augmente la teneur en oxygène 18 de l'océan de 1,2 pour 1000. Et puis maintenant, ce chiffre-là, je le retrouve dans les foraminifères, ces petits animaux que je vous ai montrés, que je trouve dans les sédiments marins. Donc je n'ai plus qu'à mesurer la teneur en oxygène 18 des coquilles que je retrouve dans les sédiments marins, et j'applique ma formule magique, 1,2 pour 1000 pour 120 mètres. D'accord. Mais juste une dernière question. Alors, la dernière... Oui. Ce serait pour savoir quels seraient les métiers de l'ingénierie climatique. Pardon? Non. Quels seraient les métiers de l'ingénierie climatique? Oui, l'ingénierie climatique. Les métiers, les différents métiers. Ah,
je ne crois pas qu'il y ait de métier de l'ingénierie climatique encore actuellement. Il y a des gens qui rêvent de faire de l'ingénierie climatique. Alors, il y a des gens qui pensent que l'on pourrait astucieusement placer des boucliers dans la haute atmosphère qui atténueraient le rayonnement solaire, d'autres qui voudraient jeter des poussières dans la haute atmosphère pour atténuer le rayonnement solaire. Mais tout ça, ce ne sont pas des métiers. Ce sont des rêves de quelques scientifiques qui pensent à quelque chose qui leur permettrait d'atténuer le changement climatique, mais qui ne regardent pas toutes les conséquences. Donc, je ne vous recommande pas ça comme métier. Oui. Vous parlez dans le micro. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène? C'est de la discussion un peu byzantine. Bon. Est-ce que c'est une ère géologique ou pas? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que l'impact des activités humaines, il est indéniable. Et la deuxième chose que vous pouvez penser, c'est que si vous êtes capable, je suis sûr que vous le serez, de brûler tout le charbon et tout le pétrole et tout le gaz naturel qu'il y a de disponible, et je pense que malheureusement ça se produira parce que les gens les plus pauvres voudront avoir de l'énergie pas trop difficile à avoir. Si vous faites ça, vous allez grimper encore la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère. Et si vous faites ça, ce que je crains, vous allez multiplier par 8 la concentration en gaz carbonique de l'air par rapport à ce qu'elle était sous Louis XIV. Eh bien, ensuite, l'océan n'absorbe que lentement le gaz carbonique, les plantes aussi lentement, et on a fait des calculs assez simples qui vous montrent que dans 1 million d'années, la concentration en gaz carbonique de l'air, si on fait ces rejets majeurs, sera encore supérieure à ce qu'elle était sous Louis XIV. Donc ça veut dire que les hommes auront laissé des traces de leur passage ici qui s'étendront sur plus d'1 million d'années. Alors, est-ce que vous appelez ça l'Anthropocène ou autre? C'est un problème de nomenclature dans lequel je ne rentre pas, mais il faut bien être conscient que si on n'est pas capable de restreindre les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre, on part pour quelque chose qui va complètement déséquilibrer l'atmosphère terrestre et on en gardera la trace sur 1 million d'années. C'est quand même long. Oui, alors, attendez, on va prendre. Mademoiselle, c'est vous qui... Allons-y. Est-ce qu'on peut considérer que l'énergie nucléaire influe le changement climatique puisque ça ne relâche pas du tout de gaz? La réponse est oui. Il n'y a aucune hésitation. L'énergie nucléaire est une façon de ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Monsieur. J'ai une question, mais juste pour rebondir sur l'autre question. L'exploitation, la transformation dans une centrale nucléaire en énergie électrique ne relâche pas de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'on sait si l'extraction de la matière qu'on met dans les centrales nucléaires, elle relâche des gaz à effet de serre? Et deuxième question, est-ce que une par une, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Europe numéro 1 ou RTL, hein? Donc on est là tranquillement pour parler science. Est-ce qu'il en gros, quel est l'impact donc c'est des extractions, c'est d'extraction de l'uranium, hein, ce sont les mines. Bon, ça a un impact, je dirais, environnemental très clair, mais c'est certainement pas. Bon, vous faites tourner des machines pour extraire, comme dans toute carrière, mais ça n'a aucun
c'est totalement, en termes de gaz carbonique, c'est totalement négligeable. L'impact environnemental, il est certain, si vous voyez une mine d'uranium, ça a certainement modifié l'environnement local. Alors, dans le reste du cycle de l'énergie nucléaire, l'endroit qui certainement bouffait le plus d'énergie, c'était l'enrichissement pour enrichir l'uranium naturel en uranium-235. Et vous savez qu'on avait en France une usine qui s'appelait Georges Besse 1, qui était dans la vallée du Rhône, où l'hexafluorure d'uranium passait dans des espèces de petits tamis, et on chauffait tout cet ensemble, qui était gigantesque, qui est en démantèlement actuellement à 80 degrés. Et on consommait de l'énergie, et il y avait 2 réacteurs nucléaires qui étaient destinés à fournir l'énergie pour chauffer ces systèmes d'enrichissement. Donc, globalement, ça consomme de l'énergie, mais là, on le faisait avec de l'énergie nucléaire, donc bilan sur le CO2, à nouveau négligeable. Dernière chose maintenant, on a un système d'enrichissement avec des centrifugeuses qui est opérationnel et qui consomme beaucoup moins d'énergie. Alors, votre deuxième question maintenant. Oui, selon vous, est-ce que les engagements pris lors de la COP21 et maintenant 22 auront une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre, ou alors est-ce que c'est juste un moment où tout le monde se prend en photo et fait semblant de faire quelque chose? Je vous laisse trouver la réponse. Merci. Bon. Vous commencez à avoir faim? Bien. Ah, attendez. Il semble qu'il y ait une dernière question d'une personne non affamée. Mademoiselle. Attendez, vous prenez un micro. Je disais. Donc on sait qu'aujourd'hui on accorde de plus en plus d'importance, je peux m'asseoir, à la question du réchauffement climatique. Mais en fait, par rapport au graphique que vous avez montré tout à l'heure, donc on constate qu'il y a quand même, donc même ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a quand même encore beaucoup de rejets de gaz à effet de serre qui sont inquiétants. Donc moi je me demandais si le réchauffement climatique c'était quelque chose d'irréversible ou d'aléatoire, ou bien on peut encore faire quelque chose, quoi. Parce que c'est inquiétant. Bon. Alors, soyons clairs. Si vous raisonnez, je dirais sainement, avec des bases physiques, vous savez, l'effet de serre, ça a été inventé à la fin du 19e siècle. Ça a été découvert à la fin du 19e siècle. Et un monsieur suédois qui s'appelait Arrhenius a dit « mais c'est formidable parce qu'on rejette du gaz carbonique, ça va réchauffer l'atmosphère et le climat de la Suède va devenir drôlement agréable, on sera comme sur les bords de la Méditerranée ». Donc vous voyez que ce n'est pas original de dire ça. Donc la seule façon sérieuse que nous avons d'atténuer le réchauffement climatique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres, c'est du baratin. Ça peut être dangereux si vous croyez faire de l'ingénierie climatique et quand vous bougez quelque chose d'aussi compliqué que le système climatique, vous ne savez pas quelle bêtise vous êtes en train de faire. En revanche, l'impact des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre. On a testé beaucoup de mécanismes physiques. Il y a plein de gens qui disent ouais, il pourrait se produire ça ou tel autre et atténuer les choses. Depuis 1990, on a commencé à dire attention, ça pourrait devenir important et dangereux. Tous les physiciens du climat ont essayé de trouver des mécanismes pour atténuer, qui atténueraient naturellement l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y en a beaucoup, on a réfléchi à beaucoup. Et à tous les coups, on a vu que ces mécanismes qu'on avait imaginés ne marchaient pas. Mais par contre, le réchauffement, lui, continue. Donc, la seule façon de donner un message raisonnable,
c'est de dire qu'il faut que les hommes soient raisonnables et utilisent ces précieux combustibles fossiles le moins possible et le plus lentement possible. Merci. Bon, et sur cette parole que je considère comme raisonnable, je pense qu'il est temps pour vous d'aller déjeuner.